Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie, comme chaque mercredi, avec toute l'équipe, de vous retrouver et en compagnie de nos invités pour analyser et débriefer l'actualité nationale et internationale. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. C'est donc la journée internationale des droits des femmes. Une journée faite non pas pour célébrer les femmes, mais pour rappeler que leur lutte pour l'acquisition et l'exercice de leurs droits sont toujours d'actualité. Dans la première partie de cette émission, nous nous arrêterons donc pour faire un point sur la situation au Maroc. Comment ont évolué les droits des femmes au cours des dernières années? Quels sont les blocages persistants et surtout comment les lever? Et puis en deuxième partie d'émission, nous irons en France où l'actualité politique du week-end et de ce début de semaine a été très agitée. Retrait définitif d'Alain Juppé de la course à la présidentielle, maintien au contraire de François Fillon, déchirure à droite. À 50 jours maintenant de l'élection présidentielle, nous ferons un point sur cette campagne difficile et relativement inédite. Et pour nous accompagner ce soir pour traiter ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Hassan Alaoui. Vous êtes directeur de publication du Maroc Diplomatique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. Face à vous, Narim Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Merci Narim de nous avoir rejoints. Bonsoir. Et puis enfin, à vos côtés, Madame Latifa El-Bouhsini. Vous êtes professeure à l'Institut national de l'action sociale à Tanger et vous êtes surtout militante féministe. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être là pour la première partie de cette émission et nous parler du droit des femmes. Alors, je le disais, c'est donc la journée internationale des droits des femmes. Il faut le rappeler parce que souvent on a tendance à croire que c'est la fête des femmes, mais c'est la journée pour la lutte pour leurs droits. Et je voudrais commencer avec ce rapport publié hier par le comité chargé du suivi du plan gouvernemental de l'égalité qui a été publié hier et qui dresse un constat plutôt alarmant de la situation au Maroc. Il y a 37 points qui ont été soulignés. Madame Bouhsini, je commence avec vous. Est-ce que vous partagez le ton alarmiste de ce rapport rendu public hier? Je pense que de toute façon, il n'y a pas à diverger tout d'abord sur les statistiques, sur les indicateurs, sur les données chiffrées. Dans pas mal de domaines, il y a un vrai problème. On va s'étendre par la suite sur un petit peu les différents domaines où le Maroc accuse un retard par rapport justement à la parité, par rapport à l'égalité. Bien que l'égalité et la parité, c'est quand même un processus, mais disons qu'il y a quand même un retard. Et donc après, à mon avis, c'est un petit peu l'analyse de la situation d'une manière générale, l'analyse politique aussi, parce que ça a quand même à voir avec l'environnement politique de notre pays, sur lequel il faut s'arrêter pour mieux évaluer de manière objective, nuancée, et pour aussi s'arrêter à la fois sur les points positifs, sur les aspects positifs et les lacunes et les retards encore qu'on accuse au Maroc par rapport à cette question. Monsieur Hassan Alaoui, votre sentiment par rapport à l'évolution au cours des dernières années sur les droits des femmes, avant qu'on voit en détail effectivement les avancées et les points positifs réalisés, et puis surtout les secteurs qui accusent encore du retard? Moi, je me permettrai d'aller vite, de dire rapidement par rapport à ce rapport qu'en fait, les choses, nous les connaissons, comme a dit madame, les chiffres sont là, bien sûr. C'est alarmant, effectivement, mais je voudrais simplement faire un parallélisme par rapport à ces dernières années. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une reculade effrayante, ahurissante par rapport à ce sujet. C'est qu'en fait, il y a simplement une dizaine d'années même, on avait l'impression d'avancer, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup d'initiatives. Et puis, subitement, c'est un recul. Alors que nous avons quand même eu la chance d'avoir un code de la famille en 2004, une Moudouana qui a été jugée par rapport aux autres pays arabes, en tout cas très, très positif et très avancé. Et puis depuis lors, je ne vais pas donner une date, mais vous devinez que depuis lors, il y a, enfin quelques années, c'est un recul qui est inquiétant, effectivement. Et plus, par exemple, le souverain, le chef d'État, met en évidence nos avancées et avance lui-même dans ce domaine, plus il y a des résistances par rapport... Et aujourd'hui, on est devant un dilemme, c'est vraiment le modernisme et le conservatisme. Alors, c'est très facile, quoi. C'est tranché, c'est une frontière qui est inquiétante.
Vous êtes d'accord, Naïm Kamal, avec cette césure que vient d'évoquer Hassan Alaoui? Approximativement à un point ou deux près. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas regarder la situation d'une façon micro et d'une façon macro. D'abord, il y a un constat. C'est que ce n'est pas une question marocaine, les droits de la femme. C'est une question mondiale. C'est-à-dire aujourd'hui... Et on a vu que ces droits sont fragiles, ils sont contestés aujourd'hui dans plusieurs démocraties occidentales. Ils sont très fragiles, effectivement. Ils sont très fragiles, effectivement. Que ce soit les États-Unis, ou la Russie, ou la France... La Pologne, la Roumanie qui ont connu aussi des reculs le Maroc, récemment. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, je ne parle pas là où vraiment c'est autre chose. On est dans le temps des cavernes, c'est une autre histoire. Je parle de pays où on peut respirer quelque chose de positif. La situation de la femme, d'ailleurs, le rapport de l'ONU, je crois, il a été très clair. Il a dit on est très loin des objectifs d'abord de l'égalité des femmes dans le travail, le salaire. Par exemple, en France, moi j'ai vu tout à l'heure, j'étais en train de voir une émission de télé, en France, c'est 25% d'écart à fonction égale et à diplôme égal. Hein, donc, c'est énorme. Bon, pour le Maroc, j'estime que, bien sûr, il y a des avancées, mais nous sommes une société duale. Et que le problème de la femme, c'est un problème d'échelle sociale. Plus vous descendez dans l'échelle sociale, plus ça grince, plus ça coince. Et ça, c'est très important à constater. Plus vous montez dans l'échelle sociale, plus vous trouvez des femmes qui sont patronnes, des femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui sont universitaires, qui sont engagées, qui militent, qui sont épanouies. Donc, c'est d'abord un problème. Mais Naïm Kamal, toutes ces femmes, juste pour qu'on comprenne bien le fond de votre pensée, elles sont régies par les mêmes lois. Donc, quelle que soit la situation sociale, elles sont soumises au même cadre juridique. Mais vous savez, la loi, c'est l'usage qu'on en fait. On peut avoir tous les beaux textes du monde. Si on ne met pas méticuleusement en pratique et qu'on veille à leur respect, ça ne veut rien dire. Moi, je peux vous citer une tonne de lois qui sont là, mais quand il s'agit de les appliquer, ou soit par une volonté supérieure, soit par une volonté dans les mécanismes de mise en œuvre, il y a des blocages qui se produisent. Moi, c'est pour résumer. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pour parler du Maroc, nous sommes toujours dans la situation. Le verre est au tiers vide et aux deux tiers plein. Et je fais référence ici exactement, on en reparlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, à la question de l'héritage. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un tiers pour la femme, il y a deux tiers pour l'homme. Et vous prenez cette tonne et vous l'appliquez à tous les autres domaines de la vie dans la société marocaine. Et c'est ça, c'est un tiers, deux tiers, quand ce n'est pas plus. Latif Abouhsini, vous partagez aussi cet avis selon lequel il y a une césure à la fois en termes de classe sociale et en termes aussi d'opinion entre modernisme et puis conservatisme. Est-ce que pour vous, ce sont là les facteurs qui travaillent la question féminine au Maroc ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Naïm Kamal par rapport aux effets de la loi. Oui, évidemment, quand on adopte une loi, c'est pour que ça s'applique sur tout le monde. Le Code de la famille n'a pas été adopté pour que ce soit appliqué pour les femmes riches de Casablanca et laisser de côté les femmes paysannes. Néanmoins, les effets ne sont pas les mêmes en fonction justement de la classe sociale. Et le problème, c'est que énormément de femmes, je veux dire, une grande majorité de la population marocaine vit dans la pauvreté. Et en réalité, finalement, ces lois restent pratiquement sans aucun effet, sinon minime. Je donne l'exemple du Code de la famille, justement. Il y avait toute une bataille pour justement élever l'âge de mariage pour avoir l'égalité en matière d'âge de mariage de 18 ans. Mais on voit parfaitement bien comment est-ce que cet article de loi ne s'applique pas, tout d'abord parce qu'il n'y a pas de respect de l'esprit
du Code de la famille par un certain nombre de magistrats, mais en même temps, c'est la situation matérielle, c'est la situation économique, c'est la situation de pauvreté, c'est la situation de la marginalisation que vivent énormément de filles dans le monde rural qui fait que finalement, cet article de loi reste lettre morte. Et donc, c'est ce qui fait que le mariage des mineurs fait des ravages et c'est un taux qui s'accentue de chaque année. Et ça prouve parfaitement bien que si on n'accompagne pas la loi avec toutes les mesures, notamment économiques, matérielles, de l'infrastructure, que ce soit de l'école, l'infrastructure au niveau des services de santé, la loi pratiquement reste lettre morte. Et donc moi, à mon avis, le combat justement qui a été mené par le mouvement féministe, c'était pour justement réformer un certain nombre de lois, dont le Code de la famille, mais c'était situé dans un cadre général et intégré. Et d'ailleurs, la lutte, en fait, liée, le combat pour la démocratie, pour la justice sociale, avec le combat pour l'égalité entre les sexes, parce qu'on savait parfaitement bien que en l'absence d'un environnement favorable, propice, pour que les lois soient bien appliquées, malheureusement, ça n'aura pas un effet important sur la situation réelle des femmes. Alors, vous avez évoqué le mariage des mineurs. On donne juste un chiffre pour donner une mesure de l'évolution au cours de ces dernières années. Il est passé de 7% en 2004 à 12% en 2014. Et 99% des concernés sont des filles. Tout à l'heure, on a évoqué la question aussi politique. Vous l'avez évoqué, Hassan Alaoui. Juste une citation du chef du gouvernement à une agence de presse espagnole. C'était en juin 2015. Et voici ce que déclarait donc Abd Ilah Ben Kiren. Il n'y a pas de mariage de mineurs au Maroc. On a parfois des filles de 16-17 ans et ce sont elles qui veulent se marier. Naïm Kamel, vous partagez cet avis selon lequel c'est la mise en œuvre de la loi qui fait que les effets d'un texte comme la Moudawana tardent à donner leurs résultats? Bien sûr. Bien sûr, Mme Ouahtini l'a dit, il s'agit de la mise en œuvre et des magistrats. Et vous savez, la loi, c'est quoi? La loi, en définitive, c'est de la littérature juridique. C'est-à-dire que vous pouvez faire dire au mot parfois ce que vous voulez dire. Il y a la marge d'interprétation. Il y a la marge d'interprétation qu'un juge peut faire de la loi. Selon qu'il est, et je ne crois pas que dans la magistrature, on est vraiment dans le progressisme, selon que l'on est conservateur ou qu'on ne l'est pas, on va faire un autre usage, fermer les yeux sur des textes, fermer les yeux sur des incohérences et aller. Maintenant, rien que pour revenir à cette histoire du mariage des mineurs, et pour revenir à l'idée que l'échelle sociale à ce niveau-là est déterminante, c'est que le mariage des mineurs, il est d'abord dans les familles pauvres, dans le milieu rural, et pas plus vous montez dans l'échelle sociale, plus les jeunes filles ont le temps d'attendre. Bon, et c'est là où ça pose le problème de la contrainte économique et sociale. Et quand vous avez un père ou une mère, un couple qui vit dans la campagne ou qui vit dans la périphérie urbaine, qui a 2 ou 3 filles qui ne vont pas à l'école, qu'il est obligé soit de placer chez des familles pour faire le travail ingrat, domestique, ingrat et mal payé de bonne, pour dire les choses comme on les appelle dans notre société, et quand il peut caser, c'est ça le terme, quand il peut caser une fille, et c'est là où le problème n'est pas seulement un problème de texte et d'application des textes, où le problème devient un problème sociologique. Quand il peut caser une fille, c'est-à-dire pour lui, c'est la sécuriser. Et c'est toute cette problématique, d'ailleurs, Mme Ouahtini l'a dit, l'approche doit être globale, elle doit être économique, elle doit être sociale, elle doit être culturelle. D'autant qu'elle a un coût pour l'État, pour un pays. Je vous cite juste un extrait du rapport des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour la population, qui était consacré aux jeunes filles. Il a été rendu public en octobre dernier, en octobre 2016. Et voici ce que disait donc Babatunde Osotimehin, qui est le directeur exécutif de ce fonds de l'ONU. Sur les 15 prochaines années uniquement, l'ensemble des pays en développement pourraient gagner ou perdre 21 milliards de dollars selon qu'ils décident ou non d'investir dès aujourd'hui
aujourd'hui dans le bien-être, l'éducation et l'autonomie de leur fille de 10 ans. Au Maroc ou au Costa Rica, une fille de 10 ans instruite et en bonne santé aura gagné environ 30 000 $ de plus lorsqu'elle aura atteint 25 ans qu'une autre qui n'aura pas terminé ses études secondaires et sera en mauvaise santé. Donc il y a une véritable question aussi de développement économique pour les pays concernés. Et donc ça implique aussi de prendre des mesures pour l'éducation, qui est un des autres volets sur lesquels la question des femmes est essentielle. C'est le principe de base, moi je dirais, mais je reviens quand même à cette situation qu'il faut toujours lier ces statistiques donc, annoncées par Madame et Kamal, et vous aussi, à un contexte politique. Moi je disais tout à l'heure que et on va être précis, jusqu'en pratiquement 2010-2011, il y avait une évolution qui était clairement, bon, avec tous ses défauts et tout, mais il y avait une évolution quand même du texte et en même temps des mentalités. Mais tout de suite après, c'est le recul. Et le recul, il suivait un petit peu une pente politique. Vous savez, tout simplement quand un gouvernement pégidiste est arrivé, et puis tout un débat faux, transformé, mais oui, il faut le dire les choses complètement. Et aujourd'hui, on assiste effectivement à un recul qui, je le redis encore de nouveau, qui est clairement exclu, je veux dire, qui est net et qui exclut la femme du débat. La preuve en est que la participation au Parlement, je vais citer ça, les postes dans les grandes responsabilités. Vous savez, est-ce que vous avez lu, par exemple... Les femmes au Parlement, ça a augmenté. En octobre 2016, oui. Il y en avait, juste pour donner quelques chiffres, 81 femmes élues en octobre 2016, c'est-à-dire 21%, contre 67 en 2012, c'est-à-dire 17%. Et en 2015, c'est pour la représentation les élections politique. Communales, ça a augmenté de 12% à pratiquement 20%. Mais ça, c'est parce qu'il y a aussi des mesures juridiques. C'est un problème général. Moi, je ne crois pas qu'il faut isoler le Maroc dans cette situation pour bien comprendre le problème. Maintenant, vous prenez les pays les plus avancés, les plus développés. Ça ne dépasse pas trop. On n'a pas encore atteint le seuil de 30% de femmes dans les parlementaires. Alors quand vous descendez un peu plus bas chez nous, plus bas dans le sens du sud ou dans le développement, comme vous voulez, c'est normal que ce soit ça. On le voit. D'abord, il y a les partis politiques qui ont des difficultés énormes, pas au niveau de leur organisation, mais au niveau de leur intellect, à placer des femmes tête de liste dans des circonscriptions gagnantes. Donc, ce qui n'est pas le cas du PJD, qui a justement présenté des femmes dans des circonscriptions vraiment difficiles et qui ont gagné. Et qui ont gagné. Oui, mais ça, madame, ça participe d'un courant qui dépasse, pardonne-moi, le PJD. C'est un contexte général, tout simplement. Et moi, je veux en arriver tout à l'heure au principe de parité. Mais je ne voudrais pas qu'on focalise uniquement sur l'aspect politique. Il faut qu'on continue aussi sur la réalité des chiffres concernant les droits des femmes. Je vous laisse terminer ensuite la Tafa Bouhsini. Non, c'est-à-dire, enfin, il m'a dévié de mon fil. C'est-à-dire que il y a des problèmes qui sont communs à l'humanité. Il y a une situation dans laquelle la femme a été... quand on sait que le suffrage... universel. La participation des femmes en France... Le droit de vote est arrivé, je crois, en 1900, après la guerre mondiale. En France, après la guerre mondiale. Vous voyez, c'est hier, 1900, c'est pas loin. C'est-à-dire, il y a encore moins d'un siècle. La France est l'élève paresseux de l'Europe, malheureusement. On ne peut pas les comparer avec les pays scandinaves. Hein. On ne peut pas les comparer. Mais quand vous restez... Mais l'Allemagne est déjà, plus vous descendez dans le sud, plus ça aggrave. Moi, ce que je voudrais, pour revenir au Maroc, dire, il y a des choses que je ne comprends pas. Je vais vous donner 2 exemples. J'en ai parlé déjà de l'un. C'est l'héritage. 1 tiers pour la femme, 2 tiers pour l'homme. On se lance dans des explications et puis on vous dit on ne peut pas changer quelque chose qui est prescrit textuellement et clairement par le Coran. Soit. Mais alors, le Coran dit aussi qu'il faut couper la main du voleur, textuellement et clairement. Et pourtant, en dehors de l'Arabie saoudite, dans notre sphère géo-ethno-idéologique, qui coupe la main du voleur? Personne. Donc, sachant qu'en plus, le problème de l'héritage, quand on veut le contourner, on le contourne. Les pères ou les parents qui ne veulent pas que leur fille hérite moins que leur fils,
ben, ils font des donations avant leur mort. Donc il y a des voies de contournement. Deuxième exemple que j'ai vécu avec beaucoup de blessures, c'est le droit à l'avortement. Bon, on a fait une avancée sur le droit à l'avortement, mais c'est une avancée qui reste limitée. Ou qui a été jugée très insuffisante, notamment par la société civile. Moi, je ne vais pas me faire le chantre de l'interruption volontaire de la grossesse à tout bout de champ. Je ne vais pas faire le chantre. Je vais dire justement, on a retenu le viol, on a retenu... raison médicale. Malformation génitale. Et on a exclu les jeunes filles et les femmes psychotiques. Or, et je ne comprends pas, même Saadil Othmani, qui est un islamiste, était pour inclure dans le droit à l'avortement pour les femmes psychotiques. Parce que quand on laisse... Très rapidement, Naïm Kamal. Très rapidement. Alors, c'est ainsi cru. Non, parce que c'est un problème de santé publique. Non, c'est bien, vous avez soulevé plusieurs sujets qui suscitent des blocages. Par exemple, dans les troubles psychotiques, il y a un énorme facteur congénital, héréditaire. Et donc, il y a un moment donné, il va falloir réduire et couper ce fil avec l'héréditaire. Et en plus, le trouble psychotique est dangereux pour la sécurité publique. Latefa Bouhsini, alors là on est parti un peu dans d'autres sujets, mais vous avez eu raison d'évoquer, parce qu'on voulait parler aussi des projets de loi récents, des discussions et des débats entre justement la sphère politique, l'exécutif et puis la société civile. Naïm Kamal vient d'évoquer des sujets sur lesquels il y a eu des blocages. Effectivement, l'héritage dès 2004, dès la mise en place de la Moudawana, il a été annoncé qu'on ne toucherait pas ni à l'héritage, ni à l'interdiction éventuelle de la polygamie. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres blocages essentiels sur lesquels le mouvement féministe doit aujourd'hui travailler? Il y a tout d'abord la question des violences faites aux femmes. Les violences fondées sur le genre, c'est quand même une question, et c'est une lutte menée par le mouvement féministe depuis très très longtemps. Et donc, il y a 62,8% des femmes âgées de 18 à 64 ans qui ont subi un acte de violence. C'est une question qui a connu un regain d'intérêt ces dernières années, notamment avec tout le débat, la discussion autour du projet de loi qui n'a toujours pas pratiquement vu le jour. Et là, moi, à mon avis, moi personnellement, ce qui me pose problème, ce n'est pas tant l'avancée très très lente par rapport à ces questions, notamment dans le cadre du gouvernement présidé par le PJD. Effectivement, on avance, mais alors là, vraiment lentement, sinon on stagne sur pas mal de questions. Mais moi, le problème, c'est que justement, c'est une question de vision. Là où il y a un recul, c'est par rapport à la vision. On peut dire que depuis le gouvernement d'alternance, on a quand même pas mal avancé d'un point de vue de la vision et pas forcément d'un point de vue de la réalité, notamment économique et sociale des femmes. Alors quand je dis vision, ça veut dire qu'il y a eu clairement la reconnaissance de l'existence de la discrimination fondée sur le sexe. La discrimination à l'égard des femmes. Parce qu'elles sont femmes. Parce qu'elles sont femmes, justement. Et dont le fondement, c'est justement le système culturel connu sous le nom, l'appellation de domination masculine ou de patriarcat ou de hiérarchie entre les sexes. Donc moi, à mon avis, la différence, si vous permettez, c'est exactement ça. Moi, à mon avis, c'est là où le problème se pose avec le gouvernement PJD, c'est que justement, il n'y a pas de reconnaissance claire de l'existence justement de cette discrimination fondée sur le genre. Et donc, si on ne connaît pas l'existence de ce phénomène que nous partageons avec l'humanité tout entière, parce que s'il y a une universalité réelle, c'est justement celle de la domination masculine. Mais après, chaque pays avance comme il peut selon son contexte, ses moyens, sa vision, sa volonté, sa démarche globale sur le plan politique, économique, ses options, ses orientations, ses choix. Et moi, à mon avis, c'est là où se situe le problème, c'est que justement, et d'ailleurs, ça se traduit dans cette vision que je peux décliner en deux. Il y a d'une part une vision neutre, ça veut dire on noie la question des disparités entre les sexes dans une vision globale, sans prendre en considération justement les situations réelles,
parce que les situations réelles ne sont pas neutres et donc il faut les prendre en considération de manière à ce qu'on puisse justement toucher les facteurs qui sont derrière justement ces disparités. Et puis d'un autre côté, qu'est-ce que ça m'a échappé. Mais, donc pour vous, en fait, il faut d'abord commencer par reconnaître les discriminations fondées sur le genre, c'est le point de départ. Oui, parce que c'est structurant par rapport à la vision qui doit fonder les politiques publiques, qui doit fonder les stratégies, qui doit fonder les programmes et qui doit fonder aussi les lois. D'ailleurs, je donne l'exemple justement de ce projet de loi pour lutter contre les violences faites aux femmes. On rappelle qu'il a été adopté en juillet dernier. Le ministère a refusé la définition donnée par la déclaration internationale, la déclaration internationale sur les violences faites aux femmes. À savoir, on a voulu au Maroc que cette violence soit la violence ordinaire que nous connaissons dans la société, qui touche les hommes et les femmes. On a refusé de reconnaître les violences domestiques, le viol dans les couples, dans les viol ménages. Conjugal. Le viol, oui, exactement. Et ça, si justement on n'attaque pas le fondement, justement philosophique de cette violence, on ne peut pas aller de l'avant. Et donc ça, à mon avis, c'est cette vision qui me pose problème. Et donc, et là, l'autre idée me revient. Oui, donc il y a la neutralité et il y a une vision j'allais dire, une approche de charité. De bienfaisance. J'en donne comme exemple le fonds d'appui pour les veuves. C'est bien de mettre en place un fonds pour aider les veuves. Je veux dire, sur le plan éthique et moral, on ne peut pas ne pas... mais ça ne relève pas d'une politique publique d'une part, et d'autre part, on doit tout d'abord tracer le chemin sur le plan macroéconomique, de sorte à ce qu'on puisse justement le fonder sur la justice sociale et sur le partage des richesses. Et après, on peut mettre en place des mesures spécifiques pour aider les plus vulnérables, les plus marginalisés et les plus pauvres. Et donc ça, à mon avis, c'est cette vision et cette démarche qui, à mon avis, pose problème si on compare ce gouvernement avec les gouvernements précédents. Tout à fait. Alors, je suis désolée parce qu'on vous a coupé tout à l'heure, mais on me dit qu'on arrive bientôt à la pause, donc je vous donne la parole pour clore le sujet. Mais très rapidement, s'il vous plaît, M. Alaoui, parce qu'en plus, Mme Boursini doit nous quitter. La non-applicabilité, si vous voulez, des textes et des lois et tout ça, je citerai, il y a 2 ou 3 ans, vous connaissez le cas de Amina Filali, à l'Arèche, n'est-ce pas? Oui. Qui a jeune fille qui s'est clairement, violemment violée, pardonnez-moi l'expression. Et qui refusait d'épouser son violeur. Etc. Elle refusait parce que c'est vraiment la seule défense qu'elle avait pu, je veux dire, sortir, n'est-ce pas? Et que tout le monde l'a pris, je veux dire, dans une risée incroyable. Et même la ministre en charge, vous vous souvenez, et moi je suis allé à la conférence qu'elle a donnée, Royal Mansour, et qui commençait à déblatérer en disant « Ah, c'est elle qui voulait de toute façon, c'était son consentement ». C'était vraiment ahurissant là aussi. Donc, deuxième chose, les droits de la femme, madame, parce qu'il n'y a pas de droit économique. Il y a eu 3 ou 4 semaines, ou même il y a 2 semaines, le fameux rapport McKinsey qui sort. Absolument. Vous l'avez lu, madame? Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Et qui est clair, qui est limpide. C'est les droits économiques, évidemment, c'est l'intégration de la femme dans le système économique, et qui vous dit que, par exemple, en Afrique, seulement 5%, n'est-ce pas, de chefs, pas seulement, 5% de chefs d'entreprise sont des femmes. N'est-ce pas? Et en Europe, c'est seulement 4%. Au Maroc, je ne sais pas combien il existe. Et que si plus vous intégrez les femmes au niveau supérieur des responsabilités, comme a dit madame, plus vous obtenez pratiquement l'équivalent de 20% de croissance. Absolument. Alors, pour conclure, on va citer un extrait de ce rapport par ces mots de Georges Devaux, qui est le directeur général Afrique et membre du Conseil mondial de McKinsey. Donc, dans ce rapport Women Matter Africa, qui a été rendu public le 2 mars dernier, l'une des conclusions de notre rapport, c'est que le potentiel économique de renforcement du rôle de la femme dans l'économie marocaine est de 30 milliards de dollars de PIB. Voilà. Cela vient avec 2 leviers principaux. Primo, promouvoir la présence des femmes dans le monde économique. Et secundo, qu'elles se dirigent vers les secteurs à forte valeur ajoutée dans l'industrie, les services, au lieu que les métiers moins importants comme l'agriculture. Voilà, merci beaucoup de nous avoir apporté votre regard sur ce sujet. Madame Boursini, on vous remercie. Vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez sur le plateau de débrief. On revient tout de suite dans un instant, juste après la pub.
De retour sur le plateau du débrief, merci d'être resté avec nous. On poursuit donc l'analyse de l'actualité et on part donc en France avec cette élection présidentielle pour le moins agitée, avec plein de rebondissements et notamment à droite. On l'a vu ce week-end, donc un grand rassemblement au Trocadéro en soutien à François Fillon. Le soir même, comme on dit, il cassait la baraque sur France 2 lors de son interview pendant le JT. C'est un JT qui a rassemblé 7,8 millions de personnes, soit 30% de l'audience. C'est le meilleur score de la saison pour la chaîne. Et puis le lendemain, de nouveau, un coup de force lors du Conseil national des Républicains où le secrétaire général ont appelé à le soutenir. Alors, François Fillon, il a réussi un coup de maître ce week-end. Naïm Kamel. Certainement. De toute façon, il ne leur a pas laissé beaucoup le choix. Il n'avait pas beaucoup le choix parce que François Fillon, on l'a dit, on l'a vu, il l'a déclaré, se réclame de la légitimité des primaires. Et d'ailleurs, tous ceux qui le poussaient vers la sortie le disaient avant, que la décision, y compris à commencer par Alain Juppé, qui était le mieux positionné pour le remplacer. D'abord parce qu'il était arrivé deuxième aux primaires de la droite et du centre, et ensuite parce que la carrure du bonhomme pouvait se substituer facilement à François Fillon. Donc, il savait que si on ne pouvait remplacer Fillon que si Fillon désigne son successeur. Et dès lors, lui, il a compris que, d'abord, parce que, et ça, peut-être on en parlera tout à l'heure, c'est les effets secondaires des primaires en France, parce que ce n'est pas une culture française, c'est une culture américaine, et que ça a fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, depuis les premières socialistes qui avaient élu Ségolène Royal pour représenter les socialistes à la présidence, en 2007. Et on voit que le problème s'aggrave parce qu'on n'est plus dans la synthèse. Avant, on était dans la synthèse. Aujourd'hui, on n'est plus dans la synthèse. Donc, effectivement, Fillon était réputé pour être introverti, pour être un peu peureux, pas beaucoup de courage. Et là, il a vraiment tenu contre vent et marée, vent en poupe. Et le socle, et surtout qu'il défend, comme l'a dit d'ailleurs Alain Juppé, un programme radicalisé à droite, et que ce socle à droite a tenu. Et avec cette menace implicite que si vous touchez à François Fillon, on bascule chez Marine Le Pen. Et là, c'est ça le tour de force sur lequel a surfé François Fillon. Alors, je cite juste donc l'annonce du maintien de sa candidature lors du JT de France 2, donc dimanche 5 mars, à Laurent Delahousse qui lui demandait s'il allait retirer sa candidature. Voilà ce qu'il a répondu. La réponse est non, et surtout, je ne vois pas de raison de le faire. Je pense profondément que le retrait de cette candidature aboutit à une impasse politique pour la famille qui est la mienne, pour la droite et pour le centre. Personne n'a le pouvoir de m'obliger à retirer ma candidature. Ça ne veut pas dire que je ne discute pas, que je ne suis pas prêt à dialoguer, mais c'est ma décision. Il parle d'impasse politique pour sa famille politique, mais est-ce qu'on n'y est pas déjà avec un centre qui est d'ores et déjà éclaté? Le sort de l'UDI n'est pas encore fixé. Une réunion doit se tenir justement qui devait se tenir aujourd'hui. Donc, est-ce que l'éclatement n'est pas déjà là? Il va avec François Fillon et une autre qui va avec Macron. Vous le savez très bien. Et si Juppé s'était maintenu, ce centre, comme on dit, irait avec Juppé. Mais là, pour répondre à votre question, ce n'est pas François Fillon qui a émergé comme ça, ex nihilo, pour sauver. C'est pas De Gaulle, c'est pas ça. C'est le contexte qui a fait émerger, je veux dire, dans cette semaine qui a été vraiment très mouvementée, qui a fait émerger Fillon. Pourquoi? Tout simplement parce que Juppé attendait un signal après la manif du Trocadéro. Et cette déclaration que vous avez citée, évidemment, lui a démontré que, de toute façon, Fillon va droit au mur, comme on a déjà dit ça. N'est-ce pas? Et il y a plusieurs raisons. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les développer ici. Et Juppé, qui est quand même un gaulliste authentique, un homme d'orgueil, un homme blessé, parce que pendant les primaires, ils l'ont insulté, ils l'ont appelé à la comment on appelle ça? Vous savez, le nom arabe.
qui lui ont donné Juppé. Ali Juppé. Oui, Ali Ali Juppé. Et puis, ça l'a touché beaucoup, tout simplement parce que le type, il a une vision migratoire, si vous voulez, si vous permettez, qui est très Plus humaine. Mais c'est pas le seul. On a aussi appelé Benoît Hamon, Bilal Hamon, on a donné des surnoms à tous les candidats. On parle de la droite, hein, qui est à l'encontre, je veux dire, de la radicalisation dont a parlé Kamal, n'est-ce pas? C'est ça. Et que finalement, Juppé a préféré se retirer plutôt se casser la gueule, parce que c'est ce qui va arriver. Vous savez, les sondages d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Fillon, oui. C'est 17 ou 18%. C'est Le Pen au premier tour qui est en tête, avec Macron derrière. Mais ça se resserre entre Macron et Le Pen. Et alors, vous allez voir, on cite l'homme miracle, comme on dit, entre guillemets, le Deus ex machina, ça va être Macron. Moi, je ne suis pas pour Macron, ni pour l'autre, ni pour Fillon, ni pour... Je suis évidemment... J'ai de la sympathie pour Juppé. C'est pas ton problème. C'est pas mon problème en plus. Mais ce qui va se passer, vous savez, personne ne peut le prédire aujourd'hui, tout simplement. Et c'est une campagne qui est absolument à la fois verrouillée et viciée. Alors, juste pour dire les derniers sondages, donc le dernier publié hier comme chaque mercredi, effectivement, l'écart se réduit entre Macron qui est à 25,5% au premier tour, juste derrière Marine Le Pen qui est à 26%. Donc l'écart est vraiment très réduit. Fillon arriverait troisième avec 19%, Hamon quatrième, mais au deuxième tour, Le Pen resterait, quoi qu'il arrive, loin derrière soit Fillon, soit Macron. Oui, Le Pen a déjà son chiffre. Il n'y aura pas de report. Elle ne dépassera pas les 40% d'après les estimations. Mais on ne va pas se lancer dans les sondages. Continuons juste pour finir sur Alain Juppé. Je vous donne la parole tout de suite, Naïm Kamel, mais juste pour ne pas perdre le fil. Le retrait de Alain Juppé, annoncé donc depuis Bordeaux lundi dernier, ça porte aussi un coup à une certaine idée du gaullisme. Chirac disait de lui en 1994, quand il voulait à sa succession au RPR, c'est le meilleur d'entre nous. Oui. Donc est-ce que ça marque pas aussi la fin d'une certaine page politique de la droite? Il a dit dans sa déclaration, Alain Juppé, il l'a dit clairement, il a dit « Je ne n'appartiens pas, la France exige une nouvelle génération. » C'est ça. Voilà. Il a dit très exactement « Les Français veulent un profond renouvellement de leurs dirigeants politiques et à l'évidence, je n'incarne pas ce renouvellement. » Oui, voilà. C'est-à-dire il a senti qu'aujourd'hui, les partis classiques, traditionnels de la France, et ce n'est pas un problème propre à la France, hein, et on peut le retrouver dans plusieurs pays sous-développés. Et enfin, je ne veux pas dire que la France est sous-développée. C'est que les partis traditionnels sont en perte de vitesse. C'est-à-dire que l'électorat, les populations en ont ras-le-bol de revoir pendant 30 ans, 40 ans, les mêmes personnes, changer de poste, jouer aux chaises musicales et rester là, camper sur leurs privilèges. Si vous regardez par exemple la France, prenez une photo statique de la France sur les 40 dernières années, et vous prenez les mêmes photos statiques sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, sur les États-Unis d'Amérique, et vous voyez combien de dirigeants on a vu qui ont soit été éliminés et puis ils en ont tiré les conséquences et ne sont plus revenus, ou qui ont été élus, et une fois qu'ils n'ont pas été élus, on a vu émerger de nouveaux visages, de nouvelles figures politiques, c'est-à-dire que ça se renouvelle perpétuellement. À ce niveau-là, la France a stagné. François Hollande, il est là depuis 40 ans, 45 ans. Fillon, il est là de la même manière. Alain Juppé également. Même François Bayrou, qui est relativement plus jeune. Candidat malheureux tout le temps. Candidat malheureux tout le temps. Donc il y a une classe, une élite politique qui est là, qui s'est installée et qui ne veut pas quitter. Or, aujourd'hui, c'est par la base que les choses sont en train de bouger. Alors, il y a deux choix devant la France aujourd'hui. Il y a une grande tentation, et ça peut arriver. C'est pas une vue de l'esprit. C'est que la France bascule dans l'extrême droite. Tout à fait. Et qu'on va se retrouver... Juste un instant, M. Alaoui, on laisse Naïm terminer. On va se retrouver avec Marine Le Pen à l'Élysée. Et là, on va rentrer dans une phase... D'ailleurs, ça se voit, les troubles... Déjà, la France est en ébullition. Ou alors, il y a ce jeune Macron qui va peut-être casser la baraque, qui va se retrouver à l'Élysée. Et il y a des chances, parce que les Français ne veulent pas se faire... Ils ont une idée de ce que c'est l'extrême droite. Il y a une frange très importante
qui est pour le Front National, mais il y a une grande partie encore plus large et plus vaste qui n'y va pas. Et je crois que Macron, son avantage, d'abord, il est en train de railler. Le dernier, c'est Bertrand Delanoë. Oui, c'est lui que j'allais citer. À lui, beaucoup. Même qui a déclaré son ralliement ce matin même. Mais bon, mais qu'est-ce que c'est? Bon, à part Delanoë, tous les ralliements, et en dehors de Bayrou, je ne sais pas s'ils apportent vraiment quelque chose en termes électoraux, en termes de voix. Mais en termes d'influence, ça peut aider. Mais je crois que si on se retrouve avec Macron, Le Pen au deuxième tour, il y a beaucoup de gens de la droite, je vois les gens qui ont voté Juppé, et bien d'autres vont... vers Le Pen vont aller vers Macron. Vers Macron. Qui va rassembler les déçus de la droite, de la gauche et du centre. Les centristes qui soutiennent aujourd'hui, mais alors à reculant, François Fillon. Si François Fillon n'est pas au deuxième tour, ils vont basculer. Macron. Donc il y a de fortes chances que Emmanuel Macron puisse arriver à l'Élysée. Alors dans la suite de ce que vous disiez, voici ce que disait Bertrand Delanoë ce matin sur France Inter. Donc il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Et puis sur le risque de l'extrême droite, la France court un danger majeur. Peut-être que dans 2 mois, l'idéologie et les méthodes de l'extrême droite gouverneront la France. Ça me hante. Il faut que tous se posent la question de notre vote au premier tour pour éviter cette catastrophe du second tour. Le vote efficace au premier tour, c'est Emmanuel Macron. Alors, je vais vous abonder dans ce sens. Vous savez, aujourd'hui, l'analyse, elle est celle-là, aujourd'hui. Je veux dire, parce que tout le monde, aujourd'hui, l'a fait en France, on a compris que Fillon, c'est finalement, il ne faut pas tirer sur l'ambulance, comme on dit. Fillon, ça ne peut pas aller jusqu'au bout, tout simplement. Et il y a un grand débat qui nous... On rappelle qu'il est mis en examen et qu'il est convoqué le 15 mars. Non, moi, je croyais que vous alliez dire, pardon Hassan, je croyais que vous alliez dire qu'au primaire, on ne l'attendait pas non plus. Hein. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas l'affaire, comme a dit Juppé. C'est juste aussi pour rappeler le contexte dans lequel se passe sa campagne. Il n'avait pas la justice devant lui. Maintenant, il a la justice devant lui. Et c'est vraiment un élément qui pèse dans le débat. Et dans les semaines à venir, ça va jouer beaucoup. Parce que là, la campagne, elle est un peu bizarre, elle n'est pas claire, mais ça va se lâcher. Dans les 2 semaines qui vont arriver, vous allez voir qu'est-ce que c'est que ça va être une guerre à merci. Et puis, il ne peut pas, de toute façon, on constate, mais non, si on s'en tient au sondage, si les sondages ont une crédibilité, Fillon est en marge. Alors, qu'est-ce qui se passe, pour abonder dans le sens de ce que disait Kamel? Vous vous souvenez, en 2002, il y a eu ce qu'on a appelé le surgissement, le sursaut, quand Chirac était... Le sursaut républicain. Oui, quand Chirac était... 82%, face à Jean-Marie Le Pen. Et le centre, la gauche et tout le monde a voté pour Chirac, c'est-à-dire le candidat utile qui représente la République française. Et ça risque de s'opposer donc bientôt entre Macron et Le Pen. Et évidemment, les Français raisonnables, et ils sont nombreux quand même, il reste quand même quelque chose de cette France que nous avons connue, vont tous rallier Macron parce que c'est le rempart contre, pardonnez-moi, le fascisme et l'extrême droite. Juste, Naïm Kamel, est-ce que vous pensez que les gens vont effectivement encore une fois voter utile, ou est-ce qu'ils vont se dire finalement le système politique s'essouffle, on en a marre de finalement jouer toujours les digues en votant, y compris contre nos convictions, et puis on va laisser faire? Parce que vous évoquiez le renouvellement des générations politiques, mais on a l'impression aussi, et surtout à l'aune de ce qu'est en train de vivre François Fillon et ses attaques contre l'institution judiciaire, on rappelle que le rassemblement entre Trocadéro était aussi un rassemblement contre les juges rouges. C'est sous ce slogan qu'il y a eu ce rassemblement. Donc c'est des coups de butoir. Il reste que c'est des coups de butoir, y compris dans la bouche d'un candidat à la présidence de la République, contre l'institution judiciaire, qui est un des socles de la démocratie. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être le risque d'un ras-le-bol, parce qu'on veut aussi un changement peut-être d'institution, le passage à une 6e République, et que donc on va peut-être pas voter utile? C'était exactement. C'est-à-dire, je voulais le dire tout à l'heure, quand Hassan parlait, c'est que le vote républicain qui a fait que Chirac face à Le Pen a fait 82% des voix. Parce qu'on se rappelle, les gens étaient sortis dans la rue. Bien sûr. Oui, il y a eu 15 jours de mobilisation dans la rue. Intense. Absolument. Or, si vous rapportez aux dernières élections, qu'elles soient communales ou qu'elles soient législatives,
on n'a pas beaucoup vu le vote républicain fonctionner. Surtout du Avec côté, une progression constante du FN. Surtout du côté de la droite. Beaucoup de gens n'ont pas voulu voter socialiste pour voter républicain. Ils ont préféré laisser passer dans certaines régions ou dans certaines villes le Front National. Donc il y a une mutation qui se fait quelque part. Comment il va s'exprimer pendant ces élections ou lors de ces élections, je ne peux pas vraiment le prédire. Mais il y a des prémices inquiétantes. C'est-à-dire, il n'est pas sûr que la droite, mais on sait qu'aujourd'hui, Fillon surfe sur un socle d'électeurs de la droite, mais de la droite dure, que tous les autres sont encore dans l'expectative. Quand ils pourront voir et quand on pourra nous-mêmes voir un peu plus clair, peut-être qu'on pourra comprendre ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce sont les marges des partis qui sortent. On le voit, l'UMP n'est plus les Républicains n'est plus les Républicains. Les sarkozystes, tout le monde y va reculant avec Fillon. Le camp socialiste est divisé, il est partagé. Le pauvre Hamon est en train de courir tout seul. On n'en parle presque plus d'ailleurs depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a très peu parlé du candidat du Parti socialiste. Il y a Mélenchon qui fait de la destruction du Parti socialiste une affaire personnelle. De la gauche, oui. Et du Parti socialiste et de construire une nouvelle gauche. Il est dans un autre trip qui lui est particulier. Donc aujourd'hui, tout ça est en train de bouger. Il y a des fissures. Est-ce qu'il y aura une rupture totale? Mais je crois que ça va se faire. Aujourd'hui, c'est l'antisystème. Il y aura ce sursaut républicain? Je ne crois pas. Difficile. Il y aura quoi, pardon? Le sursaut républicain que vous évoquiez tout à l'heure. Pas tel qu'on l'a vu au moment où il y avait Le Pen face à Jacques Chirac. Peut-être qu'il y aura des gens qui sont en train de quitter le Parti socialiste pour aider Macron. Il y aura des gens du centre qui vont aller vers Macron. Il y a des gens de la droite, si Fillon n'arrive pas au deuxième tour, qui vont aller vers Macron et qui vont trouver que, de toute façon, c'est un jeune, c'est un nouveau. Il y a 2-3 ans, il était inconnu du bataillon. Et donc, ils vont aller voter pour lui. Ce sont tous des possibilités, mais quand vous voyez maintenant tout ce qui s'écrit en France et tout ce qui se dit en France sur les élections, tout le monde est perdu. Alors, oui, tout le monde est perdu, absolument. Personne n'ose avancer quoi que ce soit. Alors, quelles peuvent être les lignes de fracture, peut-être idéologique, entre un candidat comme François Fillon et Emmanuel Macron? Sur quoi vont se jouer réellement? Parce que, par exemple, Emmanuel Macron, lors de sa dernière visite à Alger, parlait de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, en parlant de la guerre d'Algérie. François Fillon, dans son discours au Trocadéro ce week-end, est revenu là-dessus. Voici ce qu'il a dit. À l'heure où certains histrions parlent de crimes contre l'humanité, je veux rappeler que la France est avant tout un pays de liberté, que les Français ont dans le monde répandu l'esprit des Lumières et que dans les pires heures de son histoire, elle a toujours su retrouver les voies exemplaires du courage et de la réconciliation. C'est dans la droite ligne d'un autre discours qu'il avait dit dans son fief, qu'il avait prononcé dans son fief de Sablé-sur-Sarthe le 28 août dernier. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Est-ce que ces questions liées à la colonisation, liées à l'islam, liées à l'immigration, sachant que François Fillon peut être tenté de rassembler à la droite de la droite, peuvent de nouveau être au cœur des quelques semaines qui restent dans cette course à la présidence? Entre les deux, il est clair. D'abord, c'est les programmes. Quand vous lisez le programme de Macron et celui de Fillon... Alors 40% du programme de Macron lui fait un procès de hollandisme d'ailleurs. C'est la prolongation des propositions de François Hollande. Le procès de sarkozysme. Vous comprenez, c'est pas ça. C'est que sur des grands principes, par exemple la santé, l'assurance, ils ont une divergence incroyable. Il y a des reculs, je veux dire, et des retournements spectaculaires de François Fillon, en l'occurrence sur la sécurité sociale, n'est-ce pas? Et des mesures qui sont emprunté, je veux dire, à l'extrême droite, carrément, c'est-à-dire au Front National. Donc, on verra de plus en plus la nette donc, distraction. fracture aussi sur le modèle social. Bien sûr, sur le modèle social, sur la politique étrangère. Vous le savez très bien. Fillon a des positions, maintenant on sait qu'il est plus ou moins l'ami d'une grande puissance étrangère, en l'occurrence, on le dit, la Russie. Il est,
il n'est pas clair sur l'Afrique, il n'a jamais parlé de l'Afrique, par exemple, alors que l'autre a parlé de l'Algérie, au moins. Mais c'est la réaction à la réaction. Et ça ne fait pas du tout un argument aujourd'hui. Vous savez? Non, mais au niveau de la France... Il nous reste 2 petites minutes. Au niveau de la France, ce que Macron a dit à Alger et la réplique de Fillon, c'est un sujet clivant. Et chaque fois qu'il s'est posé, on le sait, c'est passionné, c'est dans les tripes de relations entre la France et l'Algérie qui ne se sont jamais assainis. Maintenant, le discours de Fillon sur l'apport du colonialisme, où il y a une partie de vérité. Bien sûr. Il y a une partie de vérité dans ce qu'a dit Fillon, l'apport du colonialisme au pays à coloniser. Mais il y a aussi tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont pillé pour utiliser l'homme exact. Donc il va falloir trouver un équilibre. Heureusement qu'au Maroc, on n'a pas les mêmes relations, on n'a pas la même perception et la même appréhension des choses, et on n'a pas le même passé. Ils sont restés 1 siècle 30 en Algérie, ils sont restés 40 ans au Maroc. 43 ans, bon d'accord, pour être précis. Et c'est pas la même chose. Maintenant, je crois que Macron a fait une faute à Alger, du point de vue français. On arrive à la fin. Ben c'est tout si on y arrive. Merci beaucoup, Naïm Kamel. Merci Hassan Alaoui d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes. Très bonne soirée à tous. Et nous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau débrief.